Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Je te mets le petit thé là. Donc là, tu vas commencer à me parler. Oui, là, je te parle. J'ai refusé de parler à Tani au-dessus parce que j'avais tellement envie de dire de trucs. Je me suis dit, putain, après, ça sera pas dans le podcast. Tu peux te mettre juste là. Ah, ok, ça va. Comme ça, t'es... Pas besoin de mettre des casques, machin et tout. Non, ouais, en détente. Franchement, en détente. Ah, bienvenue Tani. Je reçois merci. Tani aujourd'hui. Merci d'être venue. Merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être Ça là. me fait vraiment plaisir de te voir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un super feeling avec toi, alors que on se connaît pas. On se connaît pas. Enfin, on s'est croisés, tu vois, c'est vrai. sur les plateaux, etc. Mais genre, on n'a pas mangé ensemble, on n'a pas. Et j'ai vraiment un truc. Et tu te rappelles la première fois qu'on s'est vus ou pas? Est-ce que tu l'as? Moi, je te connais. Je t'ai vu dans le Jammen Comedy Club et tout ça, donc je te connaissais déjà, mais je t'avais jamais rencontré en vrai. Et je pense que la première fois, je me demande si c'est pas au Barbès ou alors. Il me semble que c'est au Barbès. Je pense que c'est au Barbès, ouais. La première fois, c'était au Barbès, et après, je crois. Après, on s'est croisés sur des plateaux, quoi. Et je crois qu'on a un peu discuté un peu plus au truc d'Alicia. Absolument. Ouais, je me souviens. Je t'avais demandé de faire une vidéo pour une pote à moi. Oui, c'est ça. Halima qui t'adore. Et c'est le Good Girl Comedy. Ouais. Je me rappelle le Good Alicia qui fait des plateaux. Et toi d'ailleurs, t'as un plateau aussi qui s'appelle le Comedy Love. Le Comedy Love. On a un peu mis en pause là sur Paris, mais d'accord. Mais ouais. C'est cool ça. Et c'est un plateau. En fait, c'est un plateau qu'on avait créé à l'époque avec deux amis humoristes, Mao et Lucie Carbone. Oui, ouais. Et en fait, parce qu'on avait du mal quand on a commencé le stand-up à trouver des plateaux, faire notre place en tant que femme, en tant que femme lesbienne ou bi, enfin en tout cas LGBT, quoi. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va créer notre plateau. Et dans l'idée d'en faire un truc vraiment... avec une vibe un peu féministe et aussi solidaire, parce qu'à chaque fois, on invitait une asso. Et du coup, la moitié des recettes vont à l'association. C'est canon. Ouais, donc du coup, ça nous permettait aussi d'avoir des nouvelles du nouveau public, quoi. Parce que sur les plateaux classiques, on va dire classiques, les plateaux là on se retrouve, tu sentais une autre énergie, c'est ça ? Ouais, je trouvais que c'était pas facile en tant que meuf débutante de faire sa place dans le stand-up, parce que souvent on est en minorité, on va être souvent la seule meuf du plateau ou quoi. Et même en loge, je trouve qu'il y a un truc où, je sais pas, il y a vraiment... Maintenant, ça a changé, mais je trouve qu'à l'époque, je sentais vraiment une séparation fille-garçon, et on se parlait pas trop, et j'avais l'impression qu'il y avait du jugement, etc. Et du coup, je trouvais que c'était pas forcément des bonnes vibes pour commencer dans le stand-up, pour être détendu sur scène. Et c'est cool parce que ta génération, vous prenez les choses en main, comme Alicia C'est tout, qui a fait aussi le Good Girl Comedy, où moi j'étais vraiment bien dans ce. Elle a un public, c'est trop bien. Ouais. C'est quoi, c'est un bon. En plus, c'est le dimanche, ça fait vraiment, je sais pas, genre chill, cocon et tout. Et tu sais, moi, j'avais un problème en fait. Quand elle m'a proposé de venir, je trouvais ça. Moi, c'était l'inverse. Je me disais, on doit pas faire ça. Tu as déjà eu cette réflexion ou pas? Je l'ai beaucoup entendu. Je sais qu'il y a des filles, enfin des femmes qui sont pas forcément ok avec ça. Ouais. Et j'ai changé d'avis au moment où je suis allée sur ce truc-là. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu pensais de ça? Moi, c'est un peu ce qu'on a fait avec le Comedy Love, mais même si pour nous c'était pas vraiment on n'invite pas de gars, on n'invite pas de... Non, on voulait quand même que le plateau soit quand même entre guillemets mélangé, avec une majorité de femmes. Mais en tout cas, nous, voilà, on était 3 meufs résidentes, et du coup je pense que ça, tu vois, ça faisait une ambiance peut-être différente que un plateau géré par 3 mecs, quoi. Enfin, oui, tu vois. Et c'est sûr. Du coup, j'y suis allée.
Et j'ai kiffé, j'y suis retournée en tout cas au Good Girl Comedy. Et je me rappelle parce que le line-up, donc t'étais là, on a pu parler, on a fait la vidéo. Il y avait une stand-upeuse qui s'appelle Tatiana, URSS. Yes. Tu connais Tatiana, elle est rigolote. J'adore. Elsbeth, on dit Elisabeth ou Elisabeth. Oui, Els, Els, voilà, Els Gratti et Fanny Spinetta. Mais ces meufs-là, parce que je les voyais de temps en temps sur le plateau, on était 2, 3... mais ils ont une force, c'est une dinguerie, quoi. Tu sais. Mais je crois que c'est aussi avec... il y a un truc, quoi, une énergie avec le public différente, peut-être. Et moi-même, quand je joue dans ce type de plateau, je me lâche plus et tout, j'ose plus. Et du coup, je pense que t'es plus forte, quoi. Tu trouves plus de choses, tu progresses, t'es en accord avec toi-même, quoi. Ouais. Je sais pas, tu te censures pas ou t'es pas pollué par... je sais pas, moi parfois sur les plateaux dans lesquels j'ai commencé, je jouais, mais en même temps je me regardais jouer en me disant attends, ils vont dire ça de moi, tu vois, t'es pas focus sur juste le moment présent, quoi. Et sur le fait d'être en détente et de lâcher pour progresser, effectivement. Mais ça te le fait encore, ça, le fait de te regarder? Parfois, quand je suis stressée, quand je joue dans des nouveaux environnements, etc. Mais de moins en moins, justement, et c'est ça que je kiffe, surtout avec le spectacle, ça m'a vraiment aidé à me libérer, à me dire là, ils sont venus pour toi, donc go, quoi, et c'est trop kiffant. Et quand est-ce que tu as eu envie de faire du stand-up? À quel moment? Après tes études ou déjà en fait, je pense que des études c'était un peu un petit rêve secret depuis longtemps. Moi, j'ai fait j'ai fait de la danse au début. Après, j'ai fait du théâtre au collège et tout. Donc la scène, j'ai toujours kiffé. Parce qu'en plus, moi, j'étais très timide quand j'étais petite. Vraiment, ma mère, à chaque fois, elle me dit, mais si t'avais su que tu ferais ça plus tard. Ouais. Non, j'étais très timide et tout. Mais la scène, c'était justement un peu l'espace où je me transforme, je me libère, et donc du coup ça m'a toujours attirée. Et après, quand j'étais petite, j'étais fan de stand-up, de one man show, mais je veux dire Gad Elmaleh, Jamel, Florence Foresti, c'est vraiment, j'avais toutes les cassettes, quoi. Mais de là à faire ton métier, non, après, tu te dis est-ce qu'il y a moyen de faire ça, parce que t'es allé au bout de tes études, est-ce que tu t'es dit j'ai une sécurité, je fais des études, t'as fait, d'archi, non, c'est ça? Ingénieur, pardon, ouais. C'est quand même rien à voir. Ouais, c'est clair. Non, j'avoue que je me suis pas dit j'en ferais mon métier, mais en tout cas, je sentais que j'aimais ça, quoi. Et après, c'est à quel moment t'y vas, en fait? Tu vas le sur switch, scène. c'est vraiment parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis inscrite à une scène ouverte. J'ai même fait un stage à l'école du one man show, et je sentais vraiment que ça me plaisait. C'est un petit truc de la Forge Royale, vers là-bas, Pigalle, là, ouais, un petit truc. Vers Pigalle. Si, je me rappelle, ouais. Et ça existe toujours, ça? Je sais pas, je crois, hein. Ouais, je crois. T'as appris des choses là-bas? Ouais, en tout cas, c'est le moment où je me suis dit, parce que j'ai fait beaucoup d'impro aussi, désolée, c'est un peu décousu, mais j'ai fait beaucoup de théâtre d'impro, et ça, j'ai kiffé, vraiment, je me suis éclatée. J'en ai fait aussi, j'étais à la Ligue d'improvisation de Paris, à la LIF. Mais non, la LIP? Ben oui, j'étais à la LIP. Oh là là, j'adore. Des fois, j'ai envie d'y retourner. Je savais pas. Mais moi, je me dis un jour, j'en referai. C'est génial. Mais on devrait ne pas arrêter ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a tous les âges et tout. C'est génial. Moi, j'ai des potes, c'est mes meilleurs potes, parce que on a fait 5 ans d'impro ensemble, quoi. Je sais tout d'eux, je sais leurs réactions. C'est incroyable, je trouve. Mais du coup, j'ai fait beaucoup d'impro, et j'avais pas passé le pas de vraiment écrire des textes et raconter mes blagues. Et quand j'ai fait ce stage, je pense que je me suis sentie légitime. Tu vois, je me suis dit, je pense que je peux être vraiment bonne à ça, il y a peut-être un truc à faire. Parce que tu es d'abord validée par les professeurs. Ouais, je crois que j'ai beaucoup besoin de validation. Est-ce que le fait d'avoir fait une école, des études d'ingénieur, t'avais besoin d'un cadre? Ouais, peut-être. Pour moi, c'est bizarre de faire une école de stand-up, tu vois, je voyais ça, je me disais, c'est bizarre de donner de l'oseille et d'apprendre. C'est un truc un peu instinctif où tu vas sur les plateaux, mais est-ce que ça aide vraiment? Parce que j'y suis jamais allée, mais est-ce que
Ça permet de venir à 8h, de finir à 18h. Attends, moi j'ai fait juste une semaine, hein. C'était vraiment... Ah, c'était un stage, c'est pas l'école. Non, ouais. J'avais pas les sous déjà. Donc j'ai fait vraiment juste une semaine. Et du coup, tu vois, tu sens... Tu vis le truc de, je sais pas, à la fin de la semaine, tu faisais un sketch devant tout le monde, donc tu as ta première expérience de je suis seule sur scène et je fais rire les gens. Et j'ai kiffé, quoi. Et là, je me suis dit, je crois qu'il faut que je fasse ça vraiment, quoi. Et là, tu t'inscris à une scène ouverte avec le matériel que t'as eu là-bas ou t'écris autre chose? Non, parce que là-bas, on n'avait pas beaucoup écrit. C'était plutôt travailler des sketchs d'autres humoristes. Et en fait, à un moment donné, moi, j'écris un petit truc dans mon coin. Je le teste sur une scène ouverte et je rencontre Rémi Boy. Ah, Rémi Boy, on adore. Et du coup, et en fait, dans ce premier texte, je parlais un peu des sujets qui vont devenir un peu le cœur de mon spectacle, mais du coup, de mes origines, enfin de mon métissage, et à la fois de mon coming out, etc. Et du coup, Rémi, il a vu, il m'a dit tu connais Shirley Soignon, oui, ouais. Je pense que tu kifferais trop. Et il me dit, mais t'as grave un truc, tu devrais trop continuer. Et je crois que c'est lui aussi qui m'a... Après, il m'a donné le nom de plateau, et puis c'est comme ça que il est généreux, hein. Ouais, non, c'était génial. Mais je lui ai raconté d'ailleurs il y a pas longtemps parce que il avait pas conscience que pour moi, il m'a vraiment donné des petites clés. Il m'a dit vas-y, et ce qui fait que je suis allée, quoi. J'aime beaucoup ce gars, hein, Rémi. Hein. J'aime beaucoup, et avec Urbain. Les deux, ils sont cool. Ils donnent des clés comme ça parce que c'est des gars, ils prennent le temps de parler dans les loges, de donner des clés, d'écouter le passage. C'est vraiment. T'aimes bien qu'on te fasse des retours ou pas? Ouais, après parfois ça me saoule quand je juge que les retours ils sont pas justes ou justifiés, etc. Mais là, en l'occurrence, non, moi je suis toujours preneuse de retours sincères et qualitatifs. Après, tu peux pas savoir quand tu le dis si ça va taper juste, mais non, en tout cas, j'aime bien. Et puis c'est vrai que, du coup, ça venait de personnes qui avaient de l'expérience, donc c'est toujours intéressant, quoi. Et après, tu vas au Barbès Comedy Club, tu vas voir Shirley sur scène, peut-être? Après, je vais voir Shirley, je la rencontre improbable à un autre événement. D'ailleurs, il faut vraiment que je raconte ça. J'étais vraiment, à ce moment-là, dans une réflexion sur toutes mes identités et tout. Et c'était vraiment le début aussi où j'arrêtais de me défriser les cheveux, tu vois. Tu te les oui. C'est pas vrai. Je te jure. Je vais te montrer une photo de moi après, si tu veux, mais... Une autre personne. Ouais. Mais c'est extra. Pour moi, Tani, c'est là, c'est toi. Comme ça. Putain, on est tous passés par là. C'est dingue. Non, c'était dingue. Et du coup, c'est une asso qui organisait un truc comme ça pour les femmes noires. Et du coup, c'était une conférence sur le cheveu. Et ils avaient invité Shirley pour faire un sketch sur ce truc-là. Ouais. Et du coup, j'en ai profité. Il n'y avait pas grand monde, donc j'en ai profité pour faire sa connaissance et tout. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que je lui ai dit... justement, il y a un mec qui s'appelle Rémi Boy qui m'a parlé de toi, et elle me dit il m'a aussi parlé de toi, genre en mode fallait qu'on se rencontre et tout. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, elle devait organiser une masterclass de stand-up au Barbès. Il y avait déjà le Barbès. Non, c'était pas au Jardin Sauvage. C'était avant le Barbès. C'était vraiment, je sais plus, 2017, 2018, un truc comme ça. Et du coup, je lui envoie un message pour m'inscrire et tout. Et puis finalement, ça se fait pas parce qu'elle a pas assez de monde ou je sais plus. Il y a un truc qui capote. Et entre-temps, elle me voit jouer sur un plateau. Et elle me dit, mais tu sais quoi, en fait, je pense que t'avais pas besoin de la masterclass. Je sens que t'as le truc. Ouais. Et pour moi, le secret, il faut juste que tu joues, quoi. Que tu fasses plein de plateaux et tu vas progresser comme ça, quoi. Ouais. T'embêtes pas à prendre des cours. T'as le feeling. Et du coup, t'as des choses à dire. Ouais, elle m'a dit. Et du coup, j'ai fait OK. Je fais plein de plateaux alors. Et t'en as fait beaucoup. Et ouais. Et après, elle m'a fait jouer régulièrement. Elle avait organisé un truc. Il y avait le festival Afropunk qui avait fait une scène. Elle m'avait invitée. Alors que j'étais hyper débutante, tu vois, mais elle m'a vraiment tendu la main plein de fois. Et ce qui fait que j'ai pu vraiment progresser. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission chez elle. Tout à fait. C'est fou parce que c'est pas que du stand-up, c'est du stand-up solidaire. Elle veut, elle transmet, elle veut
que les stand-uppers soient bons, que ce soit un bon niveau, avec du pro. Cette meuf, j'adore. Ouais. Bah, elle aussi, elle m'a donné vraiment beaucoup de conseils précieux, quoi. Ouais. Parce que je pense aux cheveux lisses, etc. et tout. Est-ce que tu as dû vivre tous ces trucs-là pour faire du stand-up après ? Est-ce que ça nourrit mon stand-up ? Ça nourrit ton stand-up ? Ouais, bien sûr. Bah, c'est venu aussi de là. Au moment donné, après le fameux stage de One Man Show, je me suis dit, OK, j'aimerais vraiment faire du stand-up. La première question, c'est, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vois, et c'était important pour moi d'y aller avec un propos, quoi. Enfin, et de mettre du sens dans ce que je faisais. Et d'éveiller peut-être les consciences ? Ouais, en tout cas, peut-être de parler d'un truc de choses dont on n'entend pas suffisamment parler. Et du coup, c'est pour ça que j'y suis allée avec ces réflexions, mais qui étaient aussi ce que je vivais au moment. Enfin, donc du coup, tu vois, je tournais en boucle là-dessus, donc il fallait que j'en parle, tu vois. Donc, et ton coming out, est-ce que tu l'as fait sur scène ? Presque. À certaines. Après, je savais que ça allait bien se passer, mais je sais que j'ai des cousines où je leur ai dit, venez me voir jouer et tout. Et elles l'ont appris comme ça, quoi. Et est-ce que c'est cool de l'apprendre comme ça ? Parce que qu'est-ce qu'elles t'ont dit ? A posteriori, je me dis que peut-être que c'était pas le mieux, quoi. Mais en même temps, avec des blagues, et je savais qu'elles allaient bien le réceptionner. Donc finalement, c'était cool aussi, c'était joyeux et du coup, c'est chouette, quoi. Et quand tes parents ont appris que t'allais faire du stand-up, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est inquiétant pour eux ou ils t'ont encouragé ? Non, je pense que ça les a pas surpris. Parce que comme je faisais de l'impro, ils allaient beaucoup me voir en impro. Et souvent, en impro, je faisais un peu le clown. Moi, ce qui me faisait plaisir, c'était de faire rire les gens déjà. Et je pense qu'ils n'étaient pas surpris parce que je te dis, j'avais les DVD de Gad Elmaleh et de Florence Foresti. Même dans ma famille, on est très fan d'humour. Enfin, il y a beaucoup de rire. Je pense que ça vient de la famille aussi, cette envie-là. Donc, je pense qu'ils étaient vraiment pas surpris. Et tu penses que... peut-être qu'ils étaient surpris de ce dont j'allais parler. Ouais. Oui. Et est-ce que les familles métisses, enfin, tous les métis ont beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. Il y a beaucoup de problèmes à régler, il y a beaucoup de trucs qui s'est passé peut-être avec tes parents. Je sais plus qui est... Mon père est guadeloupéen. Voilà, ouais. C'est ton père qui est guadeloupéen et ta mère... Et ma mère est ch'ti. Elle a grandi dans le Nord et après en région parisienne. Ils se sont rencontrés en région parisienne. Et déjà, ça, à la base... Ça a dû créer des situations peut-être... Ouais, mais j'en avais pas trop conscience, je crois, quand j'étais petite. Enfin, c'est plus après, tu vois, où genre je sais plus, récemment, j'ai posé des questions à ma mère en mode mais alors, comment c'était parce qu'elle vivait à Saint-Germain-en-Laye, donc quartier, enfin ville un peu bourgeoise quand même à l'époque. Et je sais que mon père... c'était un peu la première famille noire antillaise qui débarquait. Et vous étiez pas en Normandie Et après, on a déménagé en Normandie. Encore pire. Enfin, je veux dire, ouais. Il n'y a pas beaucoup de Renois là-bas. Il n'y a pas beaucoup de gens, déjà, dans les villages. Beaucoup de vaches. Tu vois, il y a beaucoup de vaches, effectivement, des prés et tout. Mais et comment ça se passe, tu vois ? Déjà, c'est un peu chaud aujourd'hui, mais alors, à l'époque, est-ce que tu crois que l'humour, est-ce qu'on se sauve de ces situations, peut-être de racisme avec l'humour ? Ouais, mais je te dis, à l'époque, j'étais petite, donc j'avais pas forcément conscience de tout ce qui se passait. C'est plus aujourd'hui, avec le recul, où je me dis, mais c'est vraiment... Enfin, vraiment, ce que je raconte dans mon spectacle, c'est vrai, quoi. Il y avait genre, je pense, 2 hommes noirs dans cette ville et qui sont sortis avec des meufs blanches et donc 2 petites métisses filles. Et moi, du coup, on me confondait tout le temps avec l'autre métisse de Bernay qui s'appelait Séné. Enfin bref, on me disait non, je t'ai confondu avec l'autre. Et tu me disais tout à l'heure que t'en parlais à ta maman. Tu dis mais comment... Ouais, c'est a posteriori où je dis mais en fait comment ça s'est passé quand on était à Saint-Germain et que tu sors avec le noir de la ville, tu vois, je dis mais ça s'est passé comment et tout. Donc c'est après que je pose des questions. Et elle t'a dit quoi ? Elle me raconte, elle me dit non, mais tu sais, moi de toute façon mes parents
ils étaient très ouverts. Après, j'ai une famille, enfin, mes grands-parents ont vécu un peu en Afrique, enfin, donc c'est très mélangé, quoi. Mais dehors, est-ce qu'on est protégé finalement par nos parents? Est-ce qu'ils nous disent pas tout? Tu parles par rapport à des situations de racisme ou ce genre de choses? Bah, après, moi, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas comment ça se passe toi, mais j'ai l'impression qu'avec mes parents, enfin, la génération d'au-dessus, c'est un peu plus tabou. Enfin, j'ai l'impression que moi, il y a des choses dont j'ose pas parler avec mon père, tu vois. Moi aussi, complètement. Et mais du coup, j'ai on n'a pas le même regard sur les situations. Mais j'ai le sentiment qu'ils nous ont beaucoup protégés, tu vois, qu'ils ont dû vivre des choses, ils disent pas. Exactement. Ah, ouais. Et nous, à l'inverse, on fait du stand-up. Et nous, on a envie de prendre la parole. Qu'est-ce qu'on a envie de parler, mon Dieu, pendant 1h30 sur scène, rien qu'on jacte, mais peut-être parce qu'on a vu nos parents avec beaucoup de pudeur ou de protection ne rien dire, tu vois. Vrai. Et moi, j'ai beaucoup ce truc-là avec mon père, ouais. Ah ouais, mais pas avec ta maman. Bah, ma maman, c'est différent, c'est pas le même vécu, tu vois, mais ma maman, elle est plus en plus dans la parole, dans la communication, tout ça. Après, il y a des choses, des fois, moi, je lui raconte, même quand elle est venue voir mon spectacle, un jour, elle m'a dit, mais oh là là, mais j'ai l'impression que je me rendais pas compte quand tu racontes, voilà, les gens qui te touchent les cheveux, les remarques. Elle dit, mais ça, je me rendais pas compte. Enfin, tu vois, elle a pas ce vécu de femme de couleur. Mm-hmm. Du coup, elle me dit, oh là là, mais j'ai l'impression, ouais, ça a pas dû être drôle pour toi. Comme si elle se rendait compte a posteriori. Et en plus, ma mère, elle est prof, et du coup, elle me dit, ah, bah, du coup, la dernière fois, là, j'ai entendu mes élèves, il y avait des trucs, ça me plaisait pas trop, je les ai recadrés, hein, parce qu'il y a un élève, il se faisait toucher les cheveux, j'ai pensé à ton spectacle. Mais c'est canon. Donc, ouais. Tu te rends compte, ça veut dire que dans nos propres familles, ouais, c'est vrai. Ouais, ils ne perçoivent pas certaines choses, ouais. Et à l'inverse, mon père, c'est parfois, tu sais, je sais plus, on commande des trucs d'actu, je sais plus qu'est-ce qui s'était passé dans le foot, et je lui dis, non mais attends, c'est hyper raciste là. Et lui, il a tendance à vraiment diminuer, tu vois, oh non, c'est rien, mais ils savent pas. Voilà, tu vois, moi je suis genre, mais non Black. Et en stand-up, sur scène, quelle a été la plus... une dinguerie qui t'est arrivée sur scène? Waouh, j'avais pas réfléchi à ça. Une dinguerie dans le mauvais sens ou dans le bon sens? Les deux, par exemple. Un truc pas prévu. C'est difficile. Ouais, pour moi, des moments où j'étais quand même le plus surprise, c'était plutôt des trucs positifs, quoi. Tu vois, où j'avais pas conscience que ce que je dis ou mon spectacle va résonner autant avec des personnes. Je pense que c'est là où j'ai pu le plus me faire surprendre. Et comment tu l'as su? Bah, par l'enthousiasme, quoi. Par la réaction instantanée. Ouais, je sais plus, une des premières fois, parce que moi, après la Normandie, on a déménagé en Touraine, et je devais jouer un peu la première version de mon spectacle dans un bar. Et vraiment, je me suis dit, il y aura personne, quoi. Et on a dû refuser du monde, tu vois, genre, il y avait au moins 200 personnes, et j'étais là, genre, waouh, et ouais, je sais pas, je suis toujours surprise par les gens qui accueillent ce que j'ai à dire, quoi, avec intérêt et enthousiasme. Et je pense que ça, pour moi, c'est des dingueries, quoi. C'est des dingueries. Et tu parles avec les spectateurs à la fin? Ouais, beaucoup, ouais. Tu restes, tu parles? Là, j'ai un peu moins le temps de le faire parfois, mais je sais que quand j'ai commencé à la Comédie des Trois Bornes, systématiquement, je proposais un petit verre après avec les gens qui veulent rester. Et comme mon spectacle est assez intime, souvent les gens se livrent un peu après. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes sur le coming out qui venaient me parler de ça. Et tu penses que ça les a aidés? Ouais, j'ai beaucoup à comprendre des choses. Ouais, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup de... Enfin, je sais plus, des fois, il s'est passé des trucs genre... deux meufs qui sont dans le public et en fait, elles sont collègues, mais elles savaient pas que l'une et l'autre allaient voir le spectacle. Non. Mais c'est énorme. Elles sont là genre, mais attends, mais toi aussi, t'es lesbienne et tout. Mais c'est trop mignon. Elles se retrouvent dans le petit théâtre de 50 places.
Et puis, ou je sais pas, des mélanges de générations. Enfin, franchement, j'ai des souvenirs incroyables. Un coup, j'ai eu une bande, elles sont débarquées, je sais pas, elles étaient genre 10. Des meufs antillaises, réunionnaises, pareil, voilà, féministes, lesbiennes et tout. Et franchement, mais c'était une ambiance de folie et tout. Et après, on a tellement discuté ensemble. Enfin, vraiment des rencontres hyper riches. Enfin, plein de souvenirs comme ça. Et t'as déjà joué aux Antilles ? Non, mais j'aimerais. C'est un peu mon projet. Ben, j'étais en Guadeloupe il y a 15 jours. Là, en vacances. Ouais, en vacances, mais quand même. T'avais l'air de kiffer, hein. Ah ouais, c'était incroyable. Wow. Bah, déjà, c'était un moment. J'ai perdu ma grand-mère il y a 2 ans. J'étais vraiment très attachée à elle. C'était la première fois que j'y retournais depuis son décès. Du coup, pour moi, c'était un voyage, tu vois, vraiment important et tout. Et non, ça m'a ressourcée. Je suis revenue, là, je suis bien là. Ouais. Non, et du coup, j'ai essayé de prendre des contacts pour pouvoir jouer là-bas. Tu le ouais. feras, hein, de toute façon. Ouais, c'est sûr. Et comment t'écris ? Bah, j'écris pas mal en solo, j'avoue. J'ai une de mes meilleures amies, Sybille, qui m'aide, qui est ma metteuse en scène. Donc, qui m'aide sur le spectacle à... Voilà, imaginer ce qu'on fait sur scène, quel ton, avec quel ton je parle, quel geste, etc. Mais j'avoue que sur le texte, c'est vraiment moi. Et après, je demande souvent à des gens de relire, ou en fait, je teste avec le plateau. Mais j'avoue, je suis assez solitaire dans mon écriture. Et tu t'écris le matin, le soir c'est quoi une journée type d'écriture ? Plutôt soit le matin, en me levant. Tu mets le réveil ou pas ? Ouais, je mets le réveil. Tu mets le réveil, sinon, hein ? Mais sinon, je dors jusqu'à 11h. À quelle heure ? Je veux tous les détails pour savoir est-ce que... Je réveille entre 7h, à peu près 7h. Ça dépend de mon planning de la journée. 7-8h, je pense. 7-8 heures. Tata, douche, machin, là, petite douche. J'écris mais tu face à mon chez ordinateur. Toi, ouais. Ou au café, machin. Non, chez moi. T'ouvres l'ordi et tu te concentres. Ouais. Tu dis pas, je vais faire une machine à laver, ça te déconcentre pas d'être chez toi ? Un peu, mais je crois que j'ai vraiment besoin d'être dans mon cocon. Et puis... T'écris combien de temps ? Pas longtemps. 1 heure ? Ouais, 1 heure. Mais en fait, souvent, c'est que j'écris et j'y retourne. Tu vois, je vais faire une petite course. Et puis, maintenant, je me déplace beaucoup en vélo. Mais je me rends compte qu'en vélo, j'ai vraiment beaucoup d'inspiration. Je pédale et puis je vais acheter un vélo tout à l'heure. Je parle. En fait, le mouvement. Parce que même encore hier, j'ai écrit chez moi. Et j'avais besoin de marcher dans l'appart, tu vois, en disant ce que je voulais écrire. J'ai besoin d'être... Donc, t'ouvres l'ordi. T'écris 1 heure, mais est-ce que t'écris tout et n'importe quoi ou t'as déjà pensé à une idée que t'essayes de développer ? En général, j'ai déjà pensé à des idées. Je suis un peu... moi, je suis tout le temps en train de réfléchir, de noter des trucs sur mon téléphone. Quand j'ai une phrase qui me vient, je la note. Et du coup, souvent, je regarde un peu dans mon téléphone. Ok, il y avait des idées intéressantes que je voulais développer. Et tu les mets sur l'ordi. Et là, je mets sur l'ordi, ouais. Et quand t'écris cette idée, t'écris comme tu sens. Ouais. T'essayes pas d'être efficace. Je m'imagine sur scène. Tu t'imagines sur scène, en train de raconter l'anecdote. Ouais. Et est-ce que tu es quelqu'un qui a le trac avant de monter sur scène ? Ouais, je pense qu'il y a toujours un peu de trac. Après, je pense que je suis pas la personne la plus stressée, à mon avis. Je suis quand même... Parce que souvent, je vois des gens et ils me disent t'es hyper décontracte, toi. Donc, je pense que... Moi, je sens que je suis quand même stressée, mais je sais pas, il y a des personnes qui ont l'air de vivre ça comme une angoisse intenable, quoi. Et toi, alors que moi, ça dépend après des scènes, mais je sais que mon spectacle, je suis plutôt impatiente, quoi. Genre, il y a la période que je déteste, c'est quand je suis... quand j'attends, là, quand je suis derrière le rideau à attendre que le spectacle va commencer, c'est ouvrez-moi ce rideau. Ça me paraît 1 heure, quoi. Je suis allez, on se rencontre, là, allez. Ouais. Et est-ce que, là, tu fais du pilates ? Parce que tu m'as dit... Du yoga aussi. On se parlait. Tu m'as dit, attends, j'ai pilate, là. Je t'ai dit, psartek le pilate. Bravo. Donc, est-ce que c'est... moi aussi, j'en fais. Hein, est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis peu ? C'est nouveau, ouais. C'est tout nouveau. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais parce que c'est important d'être tenu, d'être bien, d'être à l'aise pour la scène, pour toi ? En fait, j'avais quand même pendant longtemps mon job à côté.
Ah ouais? Mais t'avais quoi comme job? Bah, mon job d'ingénieur, je faisais à temps partiel. Ah, tu faisais quand même. Ah, tu vois, je savais pas. Ouais. Et là, ça va faire 1 an en mars, là. Mars l'année dernière que je fais vraiment du stand-up à 100%. Parce que tu es intermittente du spectacle maintenant. Tu as tes heures en faisant plusieurs plateaux. Ouais. Le spectacle, les émissions de télé, des dates de tournée, tout ça. Donc, t'étais ingénieur à côté à mi-temps? Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, tu faisais quoi? Là, je bossais avec des assos sur l'éducation à l'environnement. Écologie. Franchement, je kiffais. Je kiffais ce que je faisais, je regrette pas. J'avais ce rêve à côté et ça. Il faut du temps. Ouais, c'est clair. À un moment donné, c'est plus possible de faire les deux. Et du coup, je sais que l'année dernière, le fait de faire vraiment que ça, je pense que l'air de rien, j'étais quand même un peu stressée. Et du coup, j'avais vraiment des mal de dos. Il y avait des semaines, j'étais tout tendu au niveau des épaules et du coup, des cervicales. Du coup, je suis allée chez l'ostéo qui m'a dit, mais il faut faire du yoga, il faut faire des exercices de respiration, tout ça. Donc, c'est un métier on se rend pas compte, même si on a l'impression d'être cool. Ouais. Ça tend là, hein, au niveau du cou. Hein. C'est vrai. Et donc, du coup, j'ai commencé à en faire. Et j'ai commencé en septembre. Et en fait, je faisais des cours de yoga le mercredi matin, hyper tôt. Mais c'était les mêmes jours que mon spectacle. Et en fait, je me suis dit, j'ai vraiment vu la différence. Mais non. Je me suis dit, mais... Ah oui, non, mais... En termes de quoi? De tranquillité, de posture? Ah mais ouais, du coup, j'étais dans un bon mood. Et en fait, pour le soir, pour le spectacle, j'étais dans des meilleures dispositions, tu vois. Et les vannes marchaient mieux? Puisque t'es plus détente. Puisque t'es plus détendue, ouais. Ouais, j'ai vraiment vu la différence et je me suis dit, ok, on garde ça. Vélo plus yoga. Ma parole, je vais acheter un vélo. Je te jure, je vais acheter un Brompton qui se plie, là, le Brompton. Après, ça dépend des endroits, parce que dans Paris, ça peut être aussi stressant, le vélo. Oui, mais moi, c'est plus pour la créativité, l'imagination. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'idées quand je suis en mouvement, ouais. Oh, putain, mais c'est extraordinaire. Et est-ce que tu aimes les surprises? Bah ouais, pourquoi pas. Ouais. Les bonnes surprises. Les bonnes surprises. Est-ce que t'aimes bien qu'on te fasse des cadeaux? Ah oui. Ouais. Et toi, t'en fais aussi? Tu fais t'aimes bien ça? Ouais, j'aime bien faire des cadeaux. D'ailleurs, j'aime bien, en fait, tu vois, par exemple, Noël, je kiffe pas forcément parce que c'est trop... il faut faire des cadeaux, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien faire des cadeaux parfois quand les gens s'y attendent pas. Ok. Bon, bah voilà. Non, mais non. Ça a l'air énorme. Ben merci. Attends, ouvre. Bah non, mais déjà, attends, tu fais un cadeau. Donc c'est un cadre. Un cadre de... Je sais pas si tu vas capter qui c'est, parce qu'elle est... C'est Nina Simone. Ouais, absolument. Ouais, elle est trop belle, cette photo. Elle est magnifique. Oh, c'est où? À New York. Mais en tout cas... Je trouve son rapport au public, tu vois, la scène, en fait, c'est tu peux décrire. Hein. Eh ben, c'est Nina Simone de dos sur scène au piano. Et il y a une lumière comme ça sur elle. Et on voit aussi sur la droite tout le public. Et non, c'est très beau, la lumière et tout. Les ombres de cette photo sont magnifiques. Et tu aimes beaucoup Nina Simone? Ouais, c'est vrai. Ces personnages-là... Enfin, ces grandes dames-là, c'est des personnes qui t'ont nourri aussi. Ouais, bah en fait, c'est vrai que moi j'aime beaucoup la musique. D'ailleurs, t'as fait de la musique, non? J'ai cru un moment que j'allais avoir une carrière de chanteuse. De chanteuse? Non, mais en fait, ça, il faut vraiment que je le sorte un jour sur Internet. Mais figure-toi que j'ai fait Planète Rap. Mais non. Mais c'est-à-dire en invité... En fait, j'étais fan de Oxmo Puccino, le rappeur. Et un coup, il grand génie, on adore. Hein. Et un coup, il avait fait un concours. Il avait proposé aux gens de faire des reprises de ses chansons. Et je me suis motivée. J'ai fait une reprise de sa chanson qui s'appelle « Je te connaissais pas ». Et je l'ai reprise chez moi à la guitare, dans ma salle de bain, pour que l'acoustique soit meilleure. Et je poste ça sur YouTube. Enfin, j'envoie ça, mais comme ça. Mais vraiment, j'attendais rien de ce truc, quoi.
Et là, je me souviens que j'étais allée au cinéma, je sors du cinéma, 1000 notifications, quoi. Et il avait partagé ma vidéo en mode « J'adore trop bien !» Il a été touché. Ouais, il a kiffé. Et du coup, il a invité plusieurs personnes à chanter ses reprises dans sa semaine Planet Rap, parce que c'était la promo de son album. Et donc, il m'a invité à chanter. Mais c'est extraordinaire. La chanson et tout. Ouais, non, c'était trop drôle. Et est-ce que tu as eu le track, là, en l'occurrence? Parce que... Et ben, en fait, j'ai même pas eu le temps d'avoir le track, parce que donc je me suis dit, trop cool. Donc là, j'étais un peu stressée. Et après, je me suis rendu compte que le matin, je me suis dit, mais en fait, Tanis, tu n'as jamais chanté en live devant des gens, devant un micro, quoi. Puis Planète Rap, enfin, je vois à peu près le studio de Skyrock. Ils sont là pendant une semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oh, mais c'était trop drôle comme expérience, quoi. Je pense que sur le coup, je me rendais pas compte. Oui, c'est sur YouTube. Planète Rap? Ouais. Avec mon nom de scène de l'époque. Qui s'appelait? Tu t'appelais comment? J'avais choisi Nesta. Nesta, pourquoi? J'adore. Parce que j'étais fan de Bob Marley et c'est son deuxième nom. Il s'appelle Bob Nesta. D'accord. Ouais. Waouh. Et pourquoi t'as pas continué Mais dans la parce chanson? que en vrai. Après, j'ai pris des cours de chant. Ouais. Et après, j'arrivais pas non plus le temps à écrire des chansons. Et puis, j'avais pas la technique, tu vois. Je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup de matos pour bien s'enregistrer proprement et tout, et j'y connaissais rien. Et du coup, bref, j'ai un peu lâché l'affaire, mais... Est-ce que dans ton spectacle, il y a un peu Mais de... ouais, à la fin, je chante quand même. Oui. Ouais, je chante, je fais une reprise de Diams à la fin de mon spectacle. Donc, ouais, et puis j'aime bien chanter, donc ça, c'est toujours là. Mais en tout cas, je suis très, j'ai plus le mot, mais j'aime beaucoup la musique. La musique, ouais. Nina Simone. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'écoutais beaucoup d'artistes anciens comme ça quand j'étais ado de soul music, Nina Simone, Billie Holiday, Aretha Franklin, tout ça, c'était vraiment c'est vraiment ma came, quoi. Et t'écoutes de la musique avant de monter sur scène ou pas? Ben ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment mon rituel. Enfin, dans les écouteurs ou bien dans ta loge? Soit dans mes écouteurs, ou alors je sais que je choisis la musique d'entrée des spectateurs. Et du coup, j'aime bien entendre la musique qui passe sur scène pendant que les gens entrent. Et donc, je choisis en général des musiques que je kiffe. Genre quoi? Tu mets une énergie, quoi. Ouais. Bah, ton univers, je mets Ayo, parce que je suis vraiment Ayo. fan. Bah oui. Mais moi, j'ai une grande histoire avec Ayo. Elle est extraordinaire, cette femme. Moi, elle a changé ma vie. Ah ouais? Ah, bah, bien sûr. Pourquoi? C'est-à-dire en allant à un de ses concerts? Ses concerts sont extraordinaires. Mais oui, mais c'est une personne qui... Enfin, bref, je l'adore. Et en fait, je dis qu'elle a changé ma vie parce que j'étais cette petite fille métisse qui n'avait pas confiance en elle, qui s'aimait pas, en quelque sorte. Et je suis allée à un de ses concerts à Tours et j'ai vu cette femme-là qui était si belle et si fière et avec beaucoup d'amour, beaucoup de je sais pas, ça rayonne, quoi. Et je me suis dit, waouh, ça m'a changé. C'est un peu grâce à elle aussi, les cheveux, être fière de qui on est, tout ça. Ouais. Et en fait, je l'ai rencontrée un jour dans la rue. Tu l'as arrêtée? Et ouais, on s'est... J'ai dit, excusez-moi, Ayo, est-ce que je peux vous parler? Ouais, c'était... Telle que je la connais, elle a dû dire oui, mais bien sûr. Et elle m'a invitée, en fait, parce que je lui ai dit, mais j'adore, je vais te voir à un festival dans pas longtemps et tout. Et elle m'a dit, donne-moi ton numéro, je vais t'inviter, je vais te mettre sur la liste et tout. Et elle l'a fait. Et en fait, c'était genre un mois après, je me suis dit, elle va oublier, quoi, vraiment. Et le matin même, j'ai un appel de son manager et tout qui me dit, c'est Tanis et tout, tu viens toujours ce soir. Cette go là. Ah ouais, non. Cette go, c'est... Mais on a une histoire très forte et après, enfin, elle m'invitait souvent au concert et un coup, je sais plus, c'était la fin de la tournée d'un de ses albums et elle repartait vivre aux États-Unis et tout. Elle m'a donné son adresse, on s'est échangé des lettres. Non. Et tout, je te jure. Et est-ce que tu l'as invitée à ton spectacle? Oui, elle est venue. Je te jure. Comme c'est joli. C'est une jolie histoire. Ah ouais. Non, et elle a aimé. Mais oui, bien sûr. Et là, elle va revenir à la nouvelle scène, elle m'a dit en avril. Oh là là. Je la suis, moi, sur les réseaux. Elle est
on dirait comme le stand-up, elle. Elle est d'une sincérité. Elle dit tout. Elle fait un peu du stand-up sur scène. En plus, t'as raison. Elle parle beaucoup. Oh, elle parle, elle aime bien faire rire. Ah non, formidable. Ah, ça me m'étonne pas, hein. Tu vois, il y a un truc, que vous soyez connectés. Hein. Ah là 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 là. Et est-ce que tu te sens validée aujourd'hui en stand-up? Je sais pas. Ça dépend par qui, quoi. Ça dépend. Je me sens validée par. C'est un peu triste à dire, mais principalement par des femmes, quoi. Je me sens validée par des super. Par Shirley, par Laura Domange, Marine Bausson, enfin plein de personnes, moi, que j'adore et qui reconnaissent ce que je fais, qui parlent de moi, tout ça. Je sais pas, ça dépend des garçons. Enfin, je sais plus, lundi, j'ai joué au Topito, donc justement, on avait une discussion avec Urbain encore là-dessus et tout. Mais j'ai l'impression que, je sais qu'il y a des mecs qui disent que, je sais pas, du vrai stand-up, que ce que je fais, ça leur parle pas. C'est quoi du vrai stand-up, tu crois ? C'est ça la question que je pose, tu vois. Je veux dire, parce que pour moi, j'ai l'impression que quand j'entends parler certaines personnes qui auraient une objectivité totale, tu vois, alors que je pense que ce qu'on fait, forcément, ça parle pas à tout le monde, quoi. Et heureusement. C'est ce qui fait que du coup, tu vas avoir ta singularité. Ouais, ta singularité et des trucs très forts avec certains types de publics. Donc ouais, j'avoue, parfois, ça me frustre un peu. Je me dis, parce que moi, je me permets pas. Moi, il y a des mecs qui me font pas rire. Je me permets pas de dire que c'est pas des vrais humoristes ou quoi, tu vois. Chacun fait son truc. Et du coup, ouais, je sais que je me dis pas forcément bien. Le vrai et le faux stand-up, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ouais. Toi, t'es un vrai, toi, tu fais du faux stand-up, toi, c'est de la contrefaçon. Non, c'est des oufs, ceux qui disent ça. Mais je te rassure, tu fais du vrai stand-up. Mais du vrai de vrai. Je te rassure. Mais donc, tu sens ça. C'est intéressant. Hein. Ouais. Parce que pour moi, c'est toi le vrai stand-up. À la limite. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. S'il y avait un vrai, un faux, c'est parce que tu vas deep dans tes sujets, tu vois. Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de donner. Et t'as une vraie identité. C'est pas, on parle de tous les jours comme ça. Tu peux aussi, mais en tout cas. Il y a une direction, il y a un truc, quoi. Et parce que, en fait, moi, pourquoi je te disais ça ? Parce que je me disais juste, au moment où t'as ton spectacle, du début à la fin, pour moi, c'est déjà une validation. Oui, c'est sûr. Dès que t'arrêtes de faire 5 minutes, 10 minutes les plateaux, t'as ton spectacle. T'as même 5 personnes, 10 ou 50 ou 1000, mais qui viennent te voir, t'es validé, ça y est. Oui, c'est sûr. T'as fait ton une heure et quart ou une heure, tu es capable de rester 1 heure sur scène et de parler. Que ça marche ou pas, ça on s'en fout. Mais tu vois, t'assumes d'être sur scène. Non, t'es validé, hein, je te le dis, moi, t'es validé. T'es plus que validé. J'adore. Et c'est quoi tes dingueries du futur ? Mes dingueries du futur, j'aimerais quand même amener ce spectacle dans une grande salle. C'est un peu mon rêve quand même. T'as une salle en particulier On a tous une salle, on se dit ah là j'aimerais bien. Ouais, je sais pas. Il y a plein de. Je pense que c'est plus symbolique. Je sais que je sais plus quand j'ai fait. J'ai fait la première partie de Morgane Cadignan à l'Européen. Et je me suis dit waouh, cette salle elle est folle, elle est parfaite pour le stand-up, quoi. Il y a un truc qui est trop beau. Après, je suis allée voir Anna Gatsby là au Trianon en janvier. J'étais là genre waouh, la classe et tout. Ouais. Donc, mais j'ai pas de. Pour l'instant, j'ai pas une salle précisément, mais j'aimerais. Ouais, une jolie grande salle. J'aimerais clôturer ce truc dans une belle grande salle avec mon public. Ce serait une dinguerie. Mais ça va se passer, hein. Je pense, je vais tout faire pour. Je vais tout faire pour. Ouais. Et t'as des velléités de comédienne ou pas ? Après, tu vois, j'aime beaucoup le cinéma, mais pour avoir quand même fait quelques expériences de participer à des séries ou des trucs, je me rends compte que c'est vraiment un autre travail. Et du coup, je me dis, est-ce que je suis vraiment
légitime. Enfin, il faudrait que je bosse le truc, quoi. C'est vraiment pas la même chose. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais grave participer à cette expérience. Et après, moi, je suis un peu aussi quand même dans la vibe, dans la vibe transmission, quoi. Et il y a un truc de, si j'aime beaucoup les artistes, si moi, ce que le stand-up m'a apporté personnellement, j'adore le voir, le transmettre, cette possibilité chez d'autres personnes, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'a fait Shirley, quoi, de créer une école, ou en tout cas de diffuser le truc, parce que j'aime voir aussi la transformation que l'art peut provoquer chez les gens. Et du coup, ce serait plus aussi je pense qu'il y aura à un moment donné aussi ce désir de transmettre. Ouais. Ouais. D'où les assos, bah ça, on le voit. Hein. Tu fais pas ça pour c'est pas ego trip, c'est pas succès, je veux être la lumière, ouais, je veux être à Bercy. C'est vraiment moi, ce qui m'intéresse, c'est je sais pas, c'est l'étincelle, tu vois, c'est le truc chez les gens, quoi. C'est la lumière. Ouais. J'adore. Écoute, merci beaucoup, Tani. Merci à toi d'être venue. Vraiment, j'étais trop contente quand tu m'as invitée. J'adore. Merci de nous avoir écoutés. C'était Tani et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.